Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je résumerai les débats concernant le titre juridique sur les îles. Au cours de ma présentation, je répondrai également à la question posée par Madame la juge Cleveland et je toucherai bien qu'indirectement à celle posée par Monsieur le juge Tomka. Un abîme sépare les positions des deux parties, mais il existe néanmoins deux points d'accord qu'il convient de relever d'emblée. Le premier, dans cette procédure, comme dans l'ensemble de leurs relations bilatérales, le Gabon et la Guinée équatoriale ont traité les trois îles comme une unité géographique et historique. Elles considèrent que le même titre juridique s'applique à Mbagné, Cocotier et Konga. Seulement, elles revendiquent des titres juridiques différents. Voilà donc pour ce premier point d'accord. Le second point d'accord, c'est que la Convention de Paris n'est pas un titre de souveraineté s'agissant de ces trois îles. Bien sûr, elle l'est pour l'île Corisco, comme pour les deux îles Lobé, mais ceci n'est pas et n'a jamais été disputé depuis 1900. Pour le reste, je ferai ma présentation sur les points de désaccord en 5 points. Tout d'abord, les incohérences de la Guinée équatoriale quant à l'identification de son prétendu titre. Deuxièmement, son recours incantatoire à la théorie des dépendances de Corisco. Troisièmement, l'utilisation de l'acquiescement à tout va. Quatrièmement, il faut bien arriver au droit, la Convention de Bata vaut reconnaissance par la Guinée équatoriale de la souveraineté gabonaise sur les îles en litige. Et cinquièmement, le Gabon n'a jamais abandonné son titre de souveraineté. Voilà mes 5 points. Et je commence avec les incohérences de la Guinée équatoriale. La lecture des conclusions finales de la Guinée équatoriale révèle une première surprise et une première incohérence. Vous vous rappelez le méli-mélo des 6 fondements que j'ai successivement analysés mardi, parce qu'ils étaient énumérés dans les conclusions formelles, submissions, de la Guinée équatoriale dans sa réplique. Il faut dire que ma démonstration a dû faire un certain effet sur mes collègues, puisqu'ils ont renoncé à cette énumération pour nous laisser dans leur conclusion finale que la succession. Le professeur Pellet reviendra sur la capacité de la succession à pourvoir un titre. Mais la disparition des 6 fondements est le signe de l'embarras ou de la grande confusion qu'éprouve la Guinée équatoriale au sujet de son prétendu titre de souveraineté. C'est aussi évidemment un tour de passe-passe pour esquiver tout débat sur la qualité de ces 6 fondements à effectivement pourvoir un titre juridique en vertu du droit international, que ce soit le droit international d'aujourd'hui ou le droit international du XIXe siècle. Et à mon avis, c'est le droit international du XIXe siècle qui compte. Car, selon un principe de droit intertemporel bien connu, évidemment vous connaissez cette sentence, l'île de Palmas, la phrase de l'île de Palmas que je cite maintenant, l'acte juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l'époque, et non à celle du droit en vigueur au moment où s'élève ou doit être réglé un différend relatif à cet acte. Fin de citation. Si la Guinée équatoriale prétend que l'Espagne avait acquis un titre sur les îles en litige avant 1900 et indépendamment de la Convention de Paris, elle doit aussi identifier le mécanisme de droit international qui, à l'époque, donc au XIXe siècle, lui attribuait juridiquement les îles en litige. Silence pudique sur le droit intertemporel. Le traitement réservé hier à la question fondamentale de la validité des titres invoqués est également symptomatique de la grande confusion. Mes collègues posent des postulats, mais il se passe de démonstrations. Les collègues.
On a dit hier on a entendu hier que et l'occupation coloniale, et les accords avec les chefs locaux, et les revendications publiques de souveraineté sans protestation, et l'administration effective, tout ça serait des sources de titres. Mais mon ami Paul Reichler ne fournit aucune référence à une jurisprudence qui attesterait du bien fondé de chacune de ces affirmations. Il ne s'interroge pas sur, et a fortiori, il n'apporte pas de réponse à l'incohérence de l'invocation cumulative de l'occupation et des accords avec les chefs locaux au regard de la jurisprudence du Sahara occidental que j'ai examinée et sur laquelle nous avions déjà insisté à l'écrit. Silence pudique aussi sur la distinction entre un titre de souveraineté et l'occupation matérielle. Et mon ami Paul Reichler n'a pas dit mot, et pour cause, du fait que les actes unilatéraux nous sauraient fonder des titres territoriaux dans les relations entre deux puissances coloniales. Jamais la Cour n'a reconnu dans les revendications de souveraineté, même publiques et sans protestation, ce n'est pas le cas en espèces, jamais la Cour n'a reconnu dans des revendications un titre juridique. Même constat à propos de l'administration à titre de souverain qui relève évidemment des effectivités, vous le savez. Ces trois hypothèses, les actes unilatéraux, les revendications unilatérales et les effectivités, pourraient à la limite fournir un fondement supplétif afin de résoudre un différend de souveraineté. Mais comme je l'ai dit mardi, et je me permets d'insister, ce ne sont pas des titres. Pire, leur invocation constitue en réalité l'aveu de l'inexistence d'un titre juridique. Il y a des silences pudiques et sur ce point-là, celui de mon ami Paul Reichler, il est particulièrement assourdissant. Une autre incohérence dans la thèse de nos contradicteurs. La Guinée équatoriale n'a pas la même vision que l'Espagne quant à son prétendu titre juridique sur les territoires insulaires. Il y aurait un anachronisme à faire prévaloir l'opinion de la Guinée équatoriale en 2024 sur l'opinion de l'Espagne au XIXe siècle à propos de l'application du droit du XIXe siècle. Et deux exemples me permettent d'illustrer ce décalage entre la Guinée équatoriale et l'Espagne. Primo, le rôle des accords avec les chefs locaux. Au XIXe siècle, c'était la France qui se prévalait de ce fondement dans ses discussions avec l'Espagne. À l'opposé, l'Espagne soutenait mordicus que, je cite la fin de l'extrait, l'Espagne ayant toujours considéré que les chefs du golfe de Biafra comme ses sujets ne pouvaient faire et n'a pas fait de traité avec eux. Nous avons déjà dit cela. Fin de citation. La thèse équato-guinéenne qui consiste à vous forcer à identifier le prétendu titre espagnol né avant 1900 est en réalité semée d'embûches intertemporelles. Et ces embûches s'accompagnent d'immenses difficultés à établir les faits de l'époque. Car cette thèse exige effectivement d'étayer un exercice constant et exclusif par l'Espagne de son autorité souveraine sur les îles de Mbagné, ainsi que l'existence de l'autorité effective et souveraine sur ces îles par les chefs Bonkoro Ier et Bonkoro II. Plutôt que de répondre à ces questions légitimes, la Guinée équatoriale a brandi un épouvantail, et je cite, « Chaos would be created throughout Africa and the world ». End of quote. Voyons. Du reste, c'est la Guinée équatoriale qui a la charge de la preuve et elle n'en a pas apporté qui puisse vous permettre de déterminer et de conclure que ces prétendus titres sont étayés en fait. En guise de preuve, la Guinée équatoriale vous propose un miroir aux alouettes. Et ce miroir aux alouettes, c'est la reconnaissance fictive par la France
tout en ignorant en réalité les expressions par la France de son refus de reconnaissance du titre espagnol. Et c'est bien le deuxième décalage entre l'Espagne et la Guinée équatoriale. L'Espagne, au XIXe siècle, comme la France, considérait que la recherche des titres préexistants avait mené les deux États à une impasse. Et les deux puissances coloniales ont donc abandonné cette démarche pour changer radicalement d'approche. Je renvoie à nouveau au passage éclairant des déclarations faites par les représentants des deux États de la France et donc de l'Espagne lors de l'ouverture des brèves négociations qui ont abouti à la signature de la Convention de Paris. Vous connaissez la position française parce que je l'ai citée ici mardi. Je vous lis seulement la position espagnole. Je cite. L'objectif du gouvernement espagnol n'est en aucune manière de réétudier les titres invoqués par les deux puissances pour justifier leurs prétentions. Cet aspect de la question a déjà été amplement discuté par la commission mixte sans que les plénipotentiaires espagnols aient pu parvenir en accord avec leurs collègues français, dont acte. L'Espagne comme la France ont ainsi considéré que la Convention de Paris serait le fondement de leur reconnaissance respective de souveraineté sur les territoires qu'elle concerne. Dès lors, sur quoi se fonde la Guinée équatoriale quand elle répète ad nauseam que la France aurait, pendant cette période, je cite, « expressly recognized Spain's title to Mbañé and Cocoteros ». Fin de citation. La thèse de la Guinée équatoriale est comme un domino. Si on prend une pièce, le reste s'effondre. Premier domino qui tombe. L'Espagne détenait un titre avant 1900, Quodnod. Deuxième domino qui s'effondre, la France a reconnu ce titre. C'est faux, les histoires de Paris nous le montrent. Troisième domino qui s'effondre, la souveraineté espagnole sur Corisco étant admise, cela entraîne automatiquement la souveraineté sur Mbañé en vertu de la théorie des dépendances. Et j'y viens maintenant. Mesdames et messieurs les juges, ce n'est pas une, mais plusieurs théories des dépendances que nous sert la Guinée équatoriale. Pour y voir plus clair, je partirai de la jurisprudence de la Cour et ce faisant, j'essaierai de répondre à la question de Madame la juge Cleveland. Votre jurisprudence est en réalité toute en nuances et elle ne permet pas de dégager un sens unique du terme dépendance en lien avec les îles. Il me semble qu'on peut identifier au moins trois hypothèses dans cette jurisprudence. Première hypothèse, les dépendances sont des îles identifiées comme telles dans les textes pertinents. Et je commencerai ici avec la Vichagos. La Guinée équatoriale, elle a cru y trouver une définition qui n'existait pas du terme dépendance. Une définition qui était absolument self-serving parce qu'elle colle aux revendications équato-guinéennes, je cite, « Small Island ». OK, je ne citerai pas la Guinée équatoriale, vous la retrouverez dans le PV. L'idée est que les petites îles suivent les grandes. Et donc, en se fondant sur la Vichagos, quelles sont les conclusions si on regarde effectivement de près le texte? Premier paragraphe. Par le traité de Paris de 1814, la France céda Maurice et l'ensemble de ses dépendances au Royaume-Uni. On constate donc que le terme dépendance était expressément inscrit dans le traité de cession. Deuxième point, dans nombre de ces rapports du Royaume-Uni aux Nations Unies, les îles de l'archipel des Chagos sont qualifiées comme dépendance de Maurice. Fin de citation. Il y a donc eu une identification expresse des dépendances dans les rapports aux Nations Unies produits par la puissance coloniale. Et on sait très bien la valeur et la pertinence juridique de ces rapports pour fixer l'instantané territorial au moment des indépendances. Si j'applique ce raisonnement à notre affaire, le terme de dépendance ou le nom de Mbañé sont-ils présents dans la Convention de Paris? Non.
Du reste, la France comme l'Espagne ont constaté l'absence à plusieurs reprises. Les îles Mbanié, Cocotier et Konga ont-elles été mentionnées par l'Espagne dans les rapports aux Nations Unies? Non. Du reste, l'Espagne ne les a jamais nommément identifiées dans sa législation. Et il est donc difficile de présumer qu'elles avaient été administrées comme telles. Ce qui m'amène à la deuxième affaire dans laquelle il y avait effectivement un fondement textuel à la présence de dépendance. C'est l'affaire des Minquié et Écréou. La Guinée équatoriale a vu dans cet arrêt, encore une fois, le principe selon lequel les petites îles suivent les grandes. Pour arriver à une telle conclusion, il faut couper sérieusement dans le raisonnement de la Cour. Et il me semble qu'il faut remettre le contexte de la citation de nos amis. Et je me permets de citer. Le gouvernement du Royaume-Uni a tenté de démontrer que les groupes devaient être considérés comme des dépendances de Jersey. Il s'est référé à l'article 38 de la Convention franco-britannique, article qui comportait explicitement le terme dépendance. Fort bien, mais la Cour n'est pas arrivée à la même conclusion que dans l'affaire des Chagos, puisque dans Minquié et Écréou, elle a constaté, je cite à nouveau, aucune preuve n'a été apportée de l'intention des parties contractantes d'inclure les groupes des Écréou et des Minquié dans les termes dépendance. Fin de citation. Dans cette affaire, l'application du concept de dépendance avait donc, encore une fois, un fondement conventionnel. Mais au rebours de la position de la Guinée équatoriale, la Cour elle a rejeté la présomption d'un rattachement des îles les plus petites aux plus grandes. Je passe à la deuxième hypothèse de la jurisprudence de la Cour, une hypothèse que j'appellerais le non-principe de proximité ou de contiguïté. Dans Nicaragua contre Honduras, que j'ai cité mardi, vous avez explicitement refusé de consacrer la proximité comme un principe de souveraineté. Et je cite, « La proximité en tant que telle ne permet pas nécessairement d'établir un titre juridique. » Et pourtant, la Guinée équatoriale, elle arrive à la conclusion absolument contraire en se fondant sur une interprétation a contrario de la sentence Île de Palmas, que je cite. Il reste à examiner le titre résultant de la contiguïté. Il est impossible de démontrer l'existence d'une règle de droit international positif portant que les îles situées en dehors des eaux territoriales appartiendraient à un État à raison du seul fait que son territoire forme pour elle la terra firma, le plus proche continent ou la plus proche île d'étendue considérable. Fin de citation. Il est donc impossible de trouver en droit international une théorie des dépendances, en principe plutôt. Troisième hypothèse que je trouve dans la jurisprudence de la Cour, celle de ce que j'appellerais unité insulaire faute de mieux. Ce troisième cas de figure, il est illustré par votre arrêt El Salvador-Honduras, à nouveau. Et je cite in extenso les extraits pertinents qui ont été occultés par la Guinée équatoriale. Tout au long des débats devant la Chambre, les îles de Meanguera et Meanguerita ont été traitées par les deux parties comme constituant une seule unité insulaire. L'exiguïté de Meanguerita, sa proximité de la plus grande île et le fait qu'elle est inhabitée permettent de la qualifier de dépendance. Fin de citation. Donc la première raison pour laquelle la Cour a considéré Meanguerita comme faisant partie d'une unité insulaire avec Meanguera, c'est parce que les deux parties étaient bien d'accord. Cet accord n'existe évidemment pas dans notre affaire. On n'est pas d'accord que Mbanié est une dépendance du Corisco. Et regardons maintenant les distances qui ont permis à certaines juridictions de qualifier des îles plus petites comme des dépendances géographiques. Dans El Salvador-Honduras, 0,15 milles marins entre Meanguera et Meanguerita. Et dans l'arbitrage de la baie de la Delagoa, 1 mille marin entre l'île la plus grande et l'île la plus petite. Regardons maintenant les îles dans notre affaire. 7 000 marins séparent Cocotier du Corisco,
6 000 marins séparent Mbagné de Corisco. En revanche, Leyva et Oko, qui se trouvent à proximité immédiate de Corisco, sont considérés comme faisant un tout avec celle-ci. Et cela me permet quand même de revenir très brièvement sur la concession de la France selon laquelle Mbagné pouvait éventuellement être traité ensemble avec Corisco parce qu'elle entrait dans les eaux territoriales de celle-ci. Nos amis de l'autre côté de la barre m'ont encore accusé de travestir le droit. Mais on le sait tous que le principe des 3000 marins d'eau territoriale était le seul principe consensuel au XIXe siècle. Au-delà, pas d'accord. Du reste, si l'Espagne a pu revendiquer 6 000 marins au cours de son histoire, la France, elle a maintenu la position traditionnelle selon laquelle la règle de 3 000 marins était consensuelle et avait une valeur coutumière, tandis que les revendications au-delà ne pouvaient lui être opposables. Comment donc présumer que la France ait accepté la revendication de 6 000 marins espagnols? Je me le demande. Et ceci m'amène à dire quelques mots de l'omniprésence de l'acquiescement dans la thèse équato-guinéenne. En droit, la Cour nous éclairera, si elle le considère utile, sur la possibilité pour l'acquiescement de valoir titre de souveraineté. Mais dans le domaine des faits, la question qui se pose est celle de savoir si on peut déduire du silence, car il n'y a pas eu de reconnaissance expresse par les autorités compétentes françaises de la souveraineté espagnole sur Mbagné. Donc, peut-on, sans l'ombre d'un doute, déduire du silence et du comportement une volonté de reconnaissance? Il faut admettre que les plaidoiries de jeudi de la Guinée équatoriale ne nous avancent pas beaucoup. Car, à la réfutation de ma démonstration, on a préféré parfois les arguments ad hominem. Que dire? On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Mais examinons maintenant les charges. On nous dit qu'en 1886 et 1887, la France a reconnu que Mbagné était une dépendance du Corisco. J'ai remis ces déclarations dans leur contexte. Les annexes au protocole de la commission mixte étaient des positions de négociation. Il ne lie pas en droit les participants, ne l'ont jamais lié. Aucun mot de la Guinée équatoriale à ce sujet. Deuxième charge, le mémorandum interne de l'administration française de 1955 au sujet de la balise sur cocotier. Quelle est la valeur juridique de tels documents internes? Selon votre jurisprudence, tant qu'elles ne sont pas adressées à l'autre partie, elles n'ont pas de force probante particulière. Et je renvoie ici, avec des références en note bas de page, aux affaires Kassikili et Doudou, Pedra Branca, mais aussi à l'arbitrage Érythrée-Yémen. Troisième charge, enfin la suprême charge, la reconnaissance par la France à travers la carte de l'IGN de la souveraineté espagnole. Je ne l'avais pas abordé car votre jurisprudence est bien connue à ce sujet. Les cartes n'ont généralement qu'une portée limitée en tant que preuve d'un titre de souveraineté. Et pour cause, dans cette affaire comme dans tant d'autres, le matériau cartographique ne brille pas par sa cohérence. J'avais préparé plusieurs slides, mais je pense qu'il convient de laisser plus de temps au professeur Pellet, donc je me permettrai de vous renvoyer à notre dossier des juges. En tout cas, tous ces éléments... oui, vous êtes assez nombreuses. Tous ces éléments montrent à suffisance que les pièces maîtresses de la Guinée équatoriale ne permettent pas d'étayer en droit la thèse de l'acquiescement. Et le domino, il est à terre. Et donc, c'est comme ça que j'en viens enfin, dans les quelques minutes qui me séparent de la fin de ma présentation, à la Convention de Bata. Bon, excusez-moi, Iris, je crois qu'il y a un problème d'interprétation, donc on va voir ça.
Je reprends dans ce cas-là. S'il vous plaît. Même si nos collègues de l'autre côté de la barre s'obstinent à l'ignorer, la Convention de Bata constitue un titre juridique sur les îles. L'article 3, à nouveau projeté à l'écran, est formulé en des termes définitifs. Aucun nota bene, aucune disposition complémentaire de mise en œuvre n'accompagne la reconnaissance claire de souveraineté insulaire que cette disposition comporte. C'était là l'acquis le plus important de Bata, et le président équato-guinéen de l'époque l'a admis à plusieurs reprises, avec regret certes, mais admis quand même et sans aucun doute. Mon collègue Ben Djuratovic vous avait déjà montré quelques-unes des dépêches qui attestent de cette reconnaissance de la souveraineté gabonaise, et je me limite à en citer deux. La dépêche de l'ambassadeur espagnol, qui déclare « En ce qui concerne l'îlot de Mbagné, le président Macias a affirmé qu'il l'avait déjà cédé au Gabon. C'était le 16 octobre 1974. » Deuxième exemple, c'est l'ambassadeur de France, et je cite, son texte de la Convention de Bata définissait le statut gabonais de l'île de Mbagné, voire article 3, fin de citation. C'était le 28 novembre 1976. Ce sont là certes des câbles diplomatiques, mais il est illusoire d'espérer de trouver dans la Guinée équatoriale de l'époque une presse libre. Cela étant, cette reconnaissance de souveraineté était bien connue et elle est documentée dans plusieurs ouvrages publics. De la même manière, par faute de temps, je me permettrai de passer assez rapidement sur ce slide. Dernier point de mon analyse. Le Gabon n'a jamais renoncé ou abandonné son titre de souveraineté. Depuis 1974, la Convention de Bata est le titre juridique faisant droit entre les parties s'agissant de la souveraineté sur Mbagné, Cocotier et Konga. Pas d'abandon, pas de fléchissement des revendications gabonaises de souveraineté à leur sujet. Le Gabon a eu une conduite conforme à ses droits tirés de cette convention. C'est la Guinée équatoriale qui a fait preuve de versatilité au mépris du principe de pacta sunt servanda. Et c'est dans ce contexte que je voudrais revenir brièvement sur les négociations bilatérales qui ont interpellé M. le juge Tomka. Au demeurant, il n'y a eu que 3 rencontres dans lesquelles la Guinée équatoriale a exprimé des revendications de souveraineté. 1985, 1993, 2001. Ces négociations n'ont jamais porté sur la souveraineté sur les îles. Le mandat était tout au plus la délimitation de la frontière maritime. L'acquis le plus important de Bata, la souveraineté sur les îles ne risquant pas d'être affectée par ces négociations, la non-invocation du traité est sans conséquence. Les négociations ont été durablement dévoyées dès que la Guinée équatoriale a souhaité, en 1993, remettre la question de la souveraineté sur la table en adressant un ultimatum au Gabon, et je cite, « Les négociations ne pourront reprendre que lorsque les lignes de base du Gabon ne passeront plus par l'île de Mbagné. » Et puisque les parties n'arrivaient plus à se rencontrer, lorsqu'en 2001, enfin, elles sont revenues à la table des négociations, la Guinée équatoriale a adopté une attitude plus constructive puisqu'elle a présenté une hypothèse de travail qui faisait fi des 3 îles en litige. Sur le fond aussi, la constance a été gabonaise, la versatilité indubitablement équato-guinéenne. 3 exemples. En 1984, lors de ces négociations, la Guinée équatoriale ne mentionne que les îlots voisins sans laisser entendre qu'elle parlait de Mbagné. En 1985, les 2 États revendiquaient la souveraineté sur les îles, mais seul le Gabon les a utilisés comme point de base. La Guinée équatoriale n'y plaça pas ces points de base.
Enfin, en 1992, le Gabon a inscrit ces points de base dans un décret présidentiel qu'il a ultérieurement notifié aux Nations Unies. Il a utilisé ces mêmes points de base dans les négociations de 1993. Et enfin, le Gabon a élevé des protestations à l'encontre des actes et agissements de la Guinée équatoriale empiétant sur les îles. Il n'est ainsi pas débattu entre les parties que le Gabon a toujours fait valoir sa souveraineté sur les îles en litige après la Convention de Bata. La question qui se pose est dès lors la suivante, il me semble. Peut-on conclure à un abandon du droit validement acquis en vertu d'une convention internationale pour défaut d'invocation expresse de cet instrument, alors que le comportement de l'État reste pleinement conforme à ses droits? La réponse, il me semble qu'elle ne peut être que négative. Dès lors, la Convention de Bata constitue le seul titre juridique faisant droit dans les relations entre les parties s'agissant des îles en litige. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci conclut ma présentation et je vous remercie de votre bienveillante attention